L'Union européenne comprend 28 nations représentant près de 500 millions de personnes. Qui dirige cette puissance grandissante? Le Parlement européen se réunit à Bruxelles. Mais est-ce vraiment le siège de l'autorité de l'Europe? Qui est le dirigeant de l'Europe? En 1957, après les dévastations causées sur le continent par les deux guerres mondiales, 6 nations ont fondé la Communauté économique européenne, ou CEE. L'idée visait une intégration économique plus forte et une intégration éventuelle dans d'autres domaines tels que la défense et l'immigration, ce qui permettrait d'éviter de nouvelles guerres. La Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Allemagne de l'Ouest ont fondé ce qui allait devenir la puissance mondiale que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de l'Union européenne. Bruxelles était une candidate logique pour accueillir le nouveau Parlement européen car elle ne réside dans aucun des principaux rivaux de l'Europe, la France et l'Allemagne. Tout en s'occupant des séquelles de la Seconde Guerre mondiale, le fait d'héberger la capitale en Allemagne, en particulier, aurait été une source de préoccupation pour un bon nombre de nations fondatrices. Dans un article publié dans The Guardian, Alan Postner résume ainsi les vues de Margaret Thatcher et du chancelier de l'Allemagne de l'Ouest de l'époque, Helmut Schmidt, sur l'UE. Tous deux voyaient l'Union européenne comme un moyen de contenir le nationalisme allemand. Postner ajoute ensuite, en effet, c'est la raison d'être de l'Europe depuis le tout début. Avec Bruxelles comme siège central de l'Union, la capitale de l'une des plus petites nations du groupe, la capacité d'une nation, l'Allemagne en particulier, à exercer une influence disproportionnée sur le Conseil était considérée comme limitée. Alors que la CEE prospérait, plusieurs autres nations ont cherché à en devenir membres. L'expansion initiale de 1973 à 1986 a fortement favorisé les nations d'Europe occidentale, portant à 12 le nombre de membres de cette communauté nouvellement rebaptisée l'Union européenne. En novembre 1989, un événement qui allait changer la face de l'Europe se produisit. La chute du mur de Berlin. Le rideau de fer, qui avait servi de source de peur et d'endiguement pendant des décennies, a finalement été démantelé, ce qui a permis aux nations d'Europe de l'Est de demander leur adhésion à l'Union européenne. En 1990, l'Allemagne de l'Est a été officiellement réunie avec l'Allemagne de l'Ouest pour former la nation la plus peuplée d'Europe. L'Allemagne réunifiée se développerait également économiquement, devenant le moteur de l'Europe. Après avoir admis l'Autriche, la Finlande et la Suède en 1995, 12 autres nations ont été ajoutées entre 2004 et 2007. L'adhésion de la Croatie en 2013 a porté le nombre total des membres à 28. La plupart de ces nouveaux ajouts étaient des nations d'Europe de l'Est qui avaient récemment échappé à la domination soviétique. Ce qui avait commencé principalement comme un traité entre les nations de l'Europe du Nord-Ouest s'étend maintenant à tout le continent. À bien des égards, l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Union européenne s'est déplacé vers l'Est à mesure qu'un plus grand nombre de nations à forte population s'y sont jointes. Ayant déjà fusionné l'Europe occidentale et orientale à l'intérieur de ses frontières nationales, l'Allemagne réunifiée est devenue le centre logique de l'Union. Ce déplacement vers l'Est deviendra encore plus apparent avec le vote du Royaume-Uni de quitter l'UE. Le Royaume-Uni était peut-être la dernière entité en Europe dont la population, l'économie et le capital politique pouvaient servir de contrepoids à l'influence allemande. Alors, je vous pose à nouveau la question. Qui dirige vraiment l'Union européenne? Est-ce Bruxelles ou Berlin? Pour répondre à cette question, nous devons examiner qui est le chef de file en temps de crise. L'Europe n'en a pas manqué ces dernières années. Vers qui les nations se sont tournées pendant la crise de la dette européenne, alors que plusieurs pays étaient au bord de la faillite, dont beaucoup en souffrent encore, et ceci près de 10 ans plus tard?
Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radek Sikorski, donna une perspective historique de la crise. Je crains moins la puissance allemande que je ne commence à craindre l'inactivité allemande. Vous, en parlant de l'Allemagne, êtes devenue la nation indispensable de l'Europe. Personne d'autre ne peut le faire. Qui s'est avancé comme voie principale dans la gestion de la crise des migrants, alors que les nations cherchent à trouver un juste équilibre entre l'hospitalité et l'amour du prochain, entre l'hospitalité et la peur de perdre son identité nationale et religieuse? Ce n'est pas Bruxelles, mais Berlin qui a répondu à cette situation. Le sociologue allemand Ulrich Beck a fait remarquer que l'Allemagne a créé un empire accidentel. Mais cet accident aurait-il dû être prévu? En 1999, le Dr Douglas Winell écrivait ceci dans le magazine Le Monde de demain. Alors que le XXe siècle touche à sa fin, l'Allemagne est apparue à nouveau comme étant la nation la plus puissante d'Europe. La même position qu'au début de ce siècle. Qui est le dirigeant de l'Europe? C'est la nation la plus puissante, la nation avec la plus forte économie, la nation la plus à même d'équilibrer les forces opposées de l'Est et de l'Ouest. Le dirigeant de l'Europe, c'est sans aucun doute l'Allemagne.